Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez l'élan africain et je vous en remercie. Nous disons aujourd'hui que la diplomatie en République démocratique du Congo, du moins pour le cas de la République démocratique du Congo, prend le dessus. La diplomatie est en train, en réalité, de triompher sur les armes. Vous avez vu, à Doha, au Dakar, vient se tenir une réunion importante de haut niveau qui réunissait les délégués des États-Unis d'Amérique, de la France, du Qatar, de la République démocratique du Congo, du Rwanda et du Togo, qui représentent l'Union africaine. C'était une réunion qui fait suite aux autres réunions, aux efforts diplomatiques auxquels nous assistons depuis un certain moment déjà, mais qui n'avaient pas porté leurs fruits. Et maintenant, on voit que les choses sont en train de bouger. Les États-Unis, en réalité, les États-Unis d'Amérique veulent qu'il y ait un accord dans les meilleurs délais entre le Rwanda, qui est accusé, qui soutient la rébellion du M23, et le gouvernement de la République démocratique du Congo. On a vu déjà qu'il y a eu une déclaration de principe qui a été signée la semaine dernière entre les deux ministres, la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, et le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe. Et maintenant, justement, à peine une semaine, moins d'une semaine après, il y a eu cette réunion de Doha au Qatar. On peut dire simplement que ce qui a été surprenant, c'est que maintenant s'ajoutent les délégués de la France. Il y a quelque temps, le président Emmanuel Macron avait déclaré que son pays souhaitait se joindre aux efforts visant à résoudre cette crise à l'est de la République démocratique du Congo. Et voilà, effectivement, quelques jours plus tard, les États-Unis, qui semblent être le patron de ces efforts, désormais qui se déroulent soit à Washington, soit à Doha au Qatar, les États-Unis semblent avoir accordé à la France l'autorisation de participer à ces pourparlers de paix. Et donc, c'est une chance de paix qui est en cours et on pense que la résolution ne sera pas tardée. Nous pourrons voir dans les tout prochains jours la signature d'un accord de paix entre les deux parties. Ça veut dire la République démocratique du Congo et le Rwanda, qui tient lieu et place de la rébellion du M23. Et d'ailleurs, en marge de cette réunion importante qui s'est tenue à Doha au Qatar, l'envoyé spécial du président américain sur le continent africain, Massad Boulos, a accordé une interview à l'agence de presse Reuters. Et il a donné des contours de ce qui se trame dans les prochains jours. D'abord, il a dit qu'il doit y avoir un accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo d'ici environ 2 mois. Et si nous disons qu'aujourd'hui, on est le 2 mai, ça veut dire au début du mois de juillet, on pourrait avoir un accord signé entre les deux parties. C'est un délai relativement court. Ça veut dire en fait que les États-Unis sont en train de mettre les bouchées doubles. Ça veut dire que les États-Unis sont en train de mettre la pression sur les deux pays pour qu'un accord de paix soit trouvé le plus rapidement possible. Et donc on attend. Et on pense que si les États-Unis ont décidé qu'il doit y avoir un accord dans les meilleurs délais possibles, cela va avoir lieu. D'ailleurs, ce qui est étonnant, ce qui est surprenant, c'est que au cours d'une réunion du gouvernement américain, on a vu le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, qui était à côté du président Donald Trump,
parler de cet accord qui est en cours. Et il a souligné justement, il a annoncé publiquement, et d'ailleurs, vous comprenez que si les autorités américaines ont tenu à ce que ces propos soient publiés, soient mis sur la place publique, c'est que justement, elle voulait que l'opinion publique soit au courant, que l'opinion publique sache que les États-Unis, que l'administration américaine de Trump est en train de travailler sur un accord prochain entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Steve Witkoff, who did something really great last week. They told us this war between the Democratic Republic of Congo and Rwanda is an intractable. It can never happen. It will never happen. I sent Mr. Boulos, your envoy. A week later, I look on my schedule, the signing of a declaration of peace between the Democratic Republic of Congo and Rwanda. We signed it at the State Department last week. We hope it will lead now to a lasting, permanent peace that we hope to invite them back to Washington to sign. So two great, and we have a lot of good people working on our teams as well, but these are two great people. Et donc, pour revenir à ce qu'a déclaré Massad Boulos à Doha au Qatar, à l'agence de presse Reuters, l'agence britannique de presse, il a indiqué, justement, il y a le délai de 2 mois, mais il a également donné d'autres précisions. Que il faudra, au préalable, avant la signature de cet accord, que le Rwanda retire ses troupes de la République démocratique du Congo. Et je pense que c'est l'annonce la plus importante. Que d'ici 2 mois, le Rwanda doit avoir retiré ses troupes de l'Est de la République démocratique du Congo. Pour que l'accord soit signé et pour qu'on puisse enfin voir ce qui est important pour les États-Unis d'Amérique, les entreprises américaines venir investir dans cette partie de la République démocratique du Congo frontalière avec le Rwanda. Donc ça c'est le premier point, un point très important. Just like President Trump expressed, the U.S. position is that the M23 must lay down their arms and Rwandan forces must withdraw from the DRC. Now, he expects all parties to demonstrate that readiness through action. The United States does have quite a bit of tools at its disposal that it can and will use if need be. We expect that this will end very, very quickly. Que le Rwanda doit avoir retiré ses troupes d'ici 2 mois. On verra si cela va se concrétiser. Mais si le Rwanda n'a pas fait de déclaration allant dans le sens contraire, c'est que probablement les autorités rwandaises étaient au courant et que justement elles sont également en train de travailler sur le retrait de ces troupes, de leurs troupes, des troupes rwandaises de l'Est de la République démocratique du Congo, ce qui est d'ailleurs une exigence majeure du gouvernement congolais avant la signature de tout accord. Et donc, le gouvernement congolais semble avoir obtenu que cette exigence soit respectée et que justement les troupes rwandaises se retirent de l'Est de la République démocratique du Congo. Du côté rwandais, ils ont insisté, comme d'habitude, sur le respect de la sécurité du territoire rwandais. Donc, ça veut dire que le gouvernement congolais s'est engagé à ne pas soutenir la rébellion de FDLR et les forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Et d'ailleurs, le Congo, comme le Rwanda, du côté de la rébellion, le Congo n'a jamais dit qu'il soutenait ce mouvement de FDLR. Mais si c'est mis dans l'accord, c'est que justement, ça a été discuté et que ça va se mettre en place. Et donc, il y a ces deux exigences de part et d'autre
qui ont été mises en avant. Je parle des annonces faites par l'envoyé spécial américain Massad Boulos. Mais le plus important encore, c'est que la signature de cet accord doit permettre les investissements. Et donc, il y a des entreprises américaines qui ont d'ailleurs annoncé déjà des sommes colossales, des investissements qui vont avoir lieu à l'est de la République démocratique du Congo, un peu d'ailleurs sur le territoire congolais, un peu partout, et surtout sur le plan minier. Mais ce qui est encore important à souligner, c'est que le Rwanda semble avoir obtenu des avantages dans cet accord qui se profile à l'horizon. Ça veut dire que certains minerais seraient, d'après l'accord en question, seraient transformés au Rwanda, ce qui n'est pas négligeable. S'il y a des minerais congolais qui vont être transformés au Rwanda avant d'être expédiés, avant d'être exportés, c'est que justement cela aussi donnera un certain avantage au Rwanda. Et d'ailleurs, pourquoi pas? Ce n'est pas une mauvaise chose que le Rwanda puisse bénéficier de ces minerais congolais. Ce qui est nouveau, c'est que maintenant c'est que cela sera fait de façon officielle, puisque jusqu'à présent, le Rwanda est accusé d'exploiter de façon illégale les ressources minières de la République démocratique du Congo. Et maintenant, cela va se faire dans le cadre d'un partenariat qui va être instauré. Dans le cadre de cet accord qui va être signé d'ici 2 mois. Donc, ça veut dire que certains profits importants également qui va bénéficier au gouvernement rwandais ici, ma foi, si il faut que les Rwandais trouvent du travail dans ces raffineries qui sont déjà installées sur le territoire rwandais, pourquoi pas? C'est une bonne chose. Mais que cela se fasse de façon officielle. Donc, ça veut dire que cet accord prévoit de mettre fin à l'illégalité, à l'exploitation illégale des ressources minières congolaises, mais que justement on puisse donner une certaine part, je pense que ce sera une petite part au Rwanda pour que le Rwandais également puisse en profiter. C'est une bonne chose. Ce sera fait dans le cadre de cet accord. Même si normalement, dans le cours normal des choses, il faudrait que s'il y ait un certain profit à tirer des ressources minières congolaises de la part du Rwanda, il faudrait que cela soit discuté souverainement entre les deux pays. Mais si ça se fait dans le cadre de cet accord piloté par les États-Unis d'Amérique, personne ne va s'en plaindre. Ce sera une bonne chose. Et voilà donc, c'était des annonces de Massad Boulos. Mais dans notre temps, on a vu également, parce qu'on est en train de parler de la diplomatie qui triomphe sur les armes, on a vu des personnalités, des dirigeants de haut niveau des différentes parties du monde se rendre dans cette région. Et à l'ordre du jour des discussions qu'ils ont, justement, vient en premier lieu la crise à l'est de la République démocratique du Congo. On a vu d'abord le ministre des Affaires étrangères belge et vice-premier ministre, en même temps ministre des Affaires étrangères de la Belgique, qui s'est rendu au Burundi, qui s'est rendu également à Kinshasa, mais ne s'est pas rendu au Rwanda. Évidemment, nous savons que le Rwanda et la Belgique sont maintenant en froid depuis que le Rwanda a décidé de rompre les relations diplomatiques qui le liaient à son ancienne puissance coloniale.
Et voilà donc, M. Maxime Prévost ne s'est pas rendu à Kigali, mais il s'est rendu à Bujumbura, et il s'est rendu à Kinshasa, et il s'est rendu, ce qui est important, souligné à Beni. À Beni, c'est dans la province de l'Ituri, à l'est de la République démocratique du Congo, à la frontière ougandaise. Et on a vu, accueilli par le gouverneur militaire de cette province, qui a insisté sur le fait que c'est dans les moments difficiles qu'on voit les vrais amis. Évidemment, il disait que c'était important pour les autorités congolaises de voir le chef de la diplomatie belge venir sur le terrain, puisque la province de l'Ituri est également le théâtre des violences, des rébellions sévissent également comme dans les deux provinces du Kivu, le sud et le nord du Kivu. Il y a également des rébellions qui sévissent dans cette partie de la République démocratique du Congo. Et donc, pour le gouverneur militaire de cette province, c'est très important que Maxime Prévost se rende dans cette province. Et donc, c'était important. Il y a donc Maxime Prévost, le ministre belge des Affaires étrangères, qui s'est rendu à Kinshasa et qui a exprimé ses considérations par rapport à ce qui se passe à l'Est. Mais à part Maxime Prévost, on a vu également le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo qui s'est rendu, lui, d'abord à Bujumbura, puis à Kigali au Rwanda, puis à Kinshasa et également à Brazzaville. Donc, il s'est rendu dans 4 pays. Donc, il y a les 3 pays qui sont partie prenante de la crise. Je parle du Congo, bien sûr, du Rwanda et du Burundi, puisque vous savez que le Burundi a un contingent militaire qui se bat aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Et donc, lui, Umaro Sissoko Embalo, le président bissau-guinéen, il s'est rendu dans les 3 pays, plus le Congo-Brazzaville. Et à Kinshasa, il est revenu également sur la crise de l'Est et il a insisté sur le fait qu'il voulait proposer sa médiation. Et bon, concernant la situation entre les 2 pays que moi j'ai dit toujours, les pays frères, moi en tant que frère, les seules choses qu'on peut apporter, c'est d'avoir la paix entre les 2 pays. Parce que n'oublie pas que nous sommes des Africains. On dit toujours que des voisins, c'est des frères. Et pour cela que je pense que si tous les 2 parties s'engagent vraiment dans ce jeu de fait, ça c'est très important. Hier, effectivement, j'étais avec le président Kagame. On a beaucoup discuté pour voir comment on pourra trouver la paix entre notre frère Félix. Et avec le président Félix aussi, on a beaucoup discuté. Mais comme vous le savez, je ne suis pas chargé pour faire la médiation entre les 2. Les seules choses que je peux apporter, c'est mon amitié. C'est mon amitié de voir comment on peut trouver la paix entre les 2 pays. Ça, c'est très important. On sait avec la paix en République démocratique du Congo, c'est un pays locomotive de la sous-région et l'Afrique aussi. Et c'est pour cela qu'on souhaite incessamment cette situation. Et puis aussi que les Congolais se mobilisent pour le développement du Congo. La médiation, évidemment, ce n'est pas une médiation qui serait du fait de l'Union africaine, puisqu'il y a le médiateur maintenant officiel qui a remplacé l'Angolais Joao Lourenço. Maintenant, il s'agit du Togolais, Faure Gnassingbé. Et Faure Gnassingbé également, qui a fait une visite bien remarquée dans cette partie du monde. Et donc, il y a des efforts diplomatiques bien en cours. Et ce qu'il faut souligner, c'est que depuis l'entrée en scène des États-Unis d'Amérique, les choses bougent. Et on peut, enfin, espérer que la guerre va s'arrêter
à l'est de la République démocratique du Congo avec cet accord qui a été annoncé. Ça veut dire que la guerre va s'arrêter et comme par hasard, bien sûr, il y a également des discussions entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la rébellion du M23. Pas le Rwanda cette fois-ci, la rébellion du M23, même si on a vu un certain Corneille Nangaa, qui est président de la FC, l'Alliance du fleuve Congo M23, qui disait que ce qui se tramait à Doha au Qatar ne les concernait pas et que pour lui, les Congolais veulent le renversement du président Félix Tshisekedi, mais on sait également qu'il y a des discussions en cours entre la rébellion et le gouvernement de Kinshasa, discussions qui ont eu lieu également à Doha au Qatar. Et d'ailleurs, il a été convenu d'arrêter les hostilités et d'observer une trêve en vue de donner une chance à Audi pour parler de paix. Et effectivement, quand on suit, on voit que les armes se sont plus ou moins tues, qu'il n'y a plus des assauts de la rébellion du M23 et de l'armée rwandaise pour reprendre d'autres territoires. Vous savez qu'ils ont conquis déjà beaucoup de territoires, entre autres la ville de Goma et la ville de Bukavu, et qu'ils voulaient avancer vers le sud du Kivu, ils voulaient également avancer vers l'ouest, pardon. Ils avaient pendant un temps occupé la ville de Walikale. Et donc on pense qu'avec l'arrêt des hostilités, on pourra assister d'ici quelques temps, peut-être même avant les 2 mois annoncés par Massa Deboulos, à l'arrêt complet des hostilités, à l'arrêt complet des hostilités, et qu'on pourra voir la paix revenir dans cette partie de la République démocratique du Congo. Dans l'entretemps, vous savez, le Rwanda qui est mis en accusation par le gouvernement congolais, puisqu'il soutient la rébellion du M23, le Rwanda est pointé également du doigt par le Burundi, puisque selon les autorités burundaises, le Rwanda voudrait avancer vers le sud du Kivu, prendre la ville d'Uvira et peut-être, non pas peut-être, certainement, selon le président d'ailleurs, Evariste Ndayishimiye, le Rwanda voudrait, sous le couvert de la rébellion du Red Tabara, essayer d'aller renverser les institutions burundaises à Bujumbura et à Gitega. Et lors justement d'un entretien accordé à la chaîne de télévision française et France 24, le président Evariste Ndayishimiye est revenu sur ces velléités des autorités rwandaises. Nous avons d'abord des informations, nous connaissons son plan et aussi on a des indices. Les indices que nous avons, c'est d'abord qu'il maintient toujours les instigateurs du putsch de 2015 qui ont l'intention d'attaquer le Burundi. Alors nous savons qu'il voudrait les utiliser comme il utilise le M23 en RDC en disant que ce sont des Congolais. Et son plan est qu'il va les utiliser les Burundais putschistes de 2015, les utiliser en disant que ce sont des Burundais alors que réellement ça sera le Rwanda. Comme nous avons ces indices-là et que nous voyons qu'il n'a pas l'intention de remettre ces putschistes dans les mains de la justice burundaise, toujours on a des inquiétudes, mais nous espérons que aussitôt que la guerre cesse en RDC, il sera difficile pour le Rwanda d'attaquer frontalement directement le Burundi. Donc ce que vous semblez craindre, c'est une alliance, j'allais dire, entre le M23, les troupes rwandaises qui seraient présentes tout proche de chez vous, au sud Kivu, et ce groupe rebelle, les Red Tabara, dont vous venez de parler. C'est de ça que vous craignez? En fait, dans son plan, c'est que quand ils vont arriver à la frontière burundaise, ils vont attaquer le Burundi
en arguant que ce sont des Burundais, séparatistes de 2015 qui sont maintenus à Kigali, qui sont entretenus par lui. Vous savez, ils ont préparé à maintes reprises des actes terroristes ici dans le pays. Ils se préparaient au Rwanda, ils étaient armés, financés par le Rwanda, et ils retournaient au Rwanda. Nous avons des informations. Donc, tant que nous ne voyons pas un signal qui montre très bien qu'il n'y a pas d'intention nocive contre le Burundi reste aux aguets. Et voilà, donc, nous disions que dans le cadre de ces accords qui se profilent à l'horizon, on pourra peut-être très bientôt assister au retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. On pourra voir le Rwanda retirer son armée de cette partie du Congo, et puis on pourra prendre des mesures à contre le mouvement des FDLR qui est opposé au gouvernement rwandais. Et on pourra voir les entreprises américaines venir investir dans l'est de la République démocratique du Congo, tout comme sur le reste du territoire. Donc, on est en train de dire que la diplomatie triomphe sur les armes. Et quand on dit cela, c'est pas pour tout simplement en parler. C'est qu'il faudrait que les uns et les autres réfléchissent. Il y a un pays qui s'appelle le Rwanda, qui a investi massivement dans l'achat, dans l'acquisition des armes très lourdes, des armes sophistiquées, qui a investi massivement dans l'entraînement des troupes. Il y a des équipements, il y a l'entraînement des troupes et l'armée rwandaise est maintenant crainte dans cette région. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'ils avaient réussi à conquérir de façon plus ou moins éclair beaucoup de territoires de la République démocratique du Congo. Pensez que depuis le mois de janvier déjà, ils ont conquis un territoire plus vaste que le Rwanda. Ils ont occupé fin janvier la ville de Goma et puis un peu plus tard la ville de Bukavu. Et donc, l'armée congolaise, qui présente beaucoup de lacunes sur le plan tactique, sur le plan des équipements et sur le plan disciplinaire, l'armée congolaise quand même avait des difficultés face aux assauts de l'armée rwandaise. Et ce n'est pas par la puissance de feu que le Congo est en train de réussir, mais plutôt le Congo est en train de réussir grâce aux efforts diplomatiques. Parce que ne l'oublions pas, le Congo a proposé ce deal, cet accord aux États-Unis d'Amérique. L'accord qui disait « Venez nous aider à sécuriser notre territoire et on pourra voir des accords miniers entre nos deux gouvernements. » Évidemment, les États-Unis ont sauté sur l'occasion, puisque le Congo est c'est une vaste réserve de mines, de cobalt, de cuivre, de zinc, d'or, et j'en passe. C'est une réserve du monde. Les uns parlent de scandales géologiques. Et donc, les États-Unis ont sauté sur l'occasion et sont en train d'user de leur puissance diplomatique pour convaincre les uns et les autres de déposer les armes. Et donc, si nous disons maintenant que le Rwanda est en train de perdre, peut-être que ce n'est pas une perte immense, puisque, évidemment, cette guerre était coûteuse. Le Rwanda est également content de voir la fin des hostilités, de se retirer avec plus ou moins de fierté, puisque je vois les communicants rwandais dire
que ce qu'il réclamait depuis longtemps est en train d'être mis en œuvre, mais peut-être que c'est une façon de communiquer justement, mais ce qu'il réclamait, il voulait tout simplement occuper des territoires congolais en vue de l'exploitation illégale des ressources de ce vaste pays voisin. Et donc, le Rwanda est en train de dire que l'accord lui est favorable, le Congo dit que l'accord lui est favorable, mais ce qui est important pour l'opinion publique, ce qui est important pour les Congolais, et d'ailleurs pour tous ceux qui sont pour la paix, ce qui est important, c'est que la guerre prenne fin, que les Congolais ne continuent plus d'être massacrés sauvagement, que le Rwanda ne continue pas de piller les ressources de ses voisins. Et le reste, s'il y a un partenariat économique qui profiterait à tout le monde, et pourquoi pas? Personne n'est contre. Mais il faudrait également, pour terminer le propos du jour, ce dossier, il faudrait que le Rwanda peut-être apprenne à ne plus agresser les voisins. Il faudrait que le Rwanda comprenne qu'il faut respecter le droit international, ne plus agresser les voisins, respecter l'intangibilité des frontières et respecter la souveraineté des pays voisins. Et pour ce faire, je pense, on verra si cela sera inclus dans l'accord qui est en train d'être proposé. Il faudrait que les auteurs des crimes, dont la plupart sont des Rwandais d'ailleurs, en République démocratique du Congo, soient traduits devant la justice. Parce qu'on a vu, il y en a qui disent qu'il faudrait amnistier tout le monde. Bon, si les deux parties se mettent d'accord là-dessus, on n'aura rien à dire. Mais à mon avis, il faut que dans cette partie africaine, il faudrait qu'on en arrive à en finir avec l'impunité. Et les gens qui se sont rendus coupables des crimes, notamment des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, les Congolais parlent même des crimes de génocide, il faudrait que ces gens-là ne soient pas amnistiés et qu'il doit y avoir des décisions judiciaires contre les auteurs de ces crimes odieux. Et d'ailleurs, les Congolais proposent la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. Et je pense que si on veut être sérieux, il faudrait que cela soit contenu dans l'accord qui va être signé d'ici 2 mois. Puisque si le Rwanda dit qu'il n'y avait pas de troupes rwandaises à l'est de la République démocratique du Congo, donc il n'y a rien à craindre que le Rwanda appose sa signature sur ce document qui, à mon avis, devrait aussi contenir un volet de justice pour qu'on en finisse avec l'impunité, pour que chacun comprenne que massacrer les gens, piller des ressources d'autrui, constitue des crimes qui normalement doivent être sanctionnés. Et on verra ce que va proposer l'accord, mais ce que nous disions justement, et c'est le titre même de cette émission, c'est que la diplomatie est en train de triompher sur les armes. Et cela est une bonne chose, il faut s'en féliciter. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. À très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.